Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, vidéo numéro 32 qui s'appelle Le mépris, le bonheur du malheur d'autrui. En ce moment, les vidéos ont un peu de mal à arriver sur internet, tout simplement parce que je suis en Australie. Alors, dans la première vidéo, je vous ai expliqué pourquoi vous devriez ne pas mépriser les autres. La première raison étant que les gens qui sont physiquement différents de nous n'ont pas forcément choisi d'être physiquement différents. Et la deuxième, ceux qui sont culturellement différents de nous peuvent toujours nous apporter quelque chose. Pas forcément toujours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on méprise l'autre parce qu'il est différent culturellement parlant. Il ne nous apprendra jamais rien. C'est pour ça qu'il faut absolument laisser la place dans son esprit à la culture et à l'autre d'une façon générale parce qu'il a cette capacité de nous apporter quelque chose qui n'est pas en nous, etc., etc. Et dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment ça se passe quand le mépris s'attaque à nous, et on va essayer essentiellement parler en quelque sorte de stratégie, et de voir comment les gens profitent de nos faiblesses, et pour soit nous manipuler, nous prendre de l'argent, ou ce genre de choses. Alors, je vais partir du constat simple qui a un schéma très classique, c'est qu'il y a des gens raisonnables dans la société et il y a des gens déraisonnables. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mettons, courageux et il y a des gens lâches et téméraires. C'est-à-dire que le courageux, c'est celui qui est raisonnable, il est ni trop ni trop peu, et vous avez tout un tas de gens qui sont déraisonnables, soit ils sont lâches, soit ils sont téméraires et ils sont un peu kamikazes. Et donc, on a toujours ce schéma du gens plutôt raisonnables face aux gens déraisonnables. Et quand on est déraisonnable sur quelque chose, les autres personnes autour de nous peuvent en profiter pour, disons, nous prendre des choses ou nous les faire payer au prix le plus fort. Le leitmotiv de cette intervention va être de dire essayez de vous servir de votre propre entendement. C'est-à-dire oser réfléchir, oser peser le pour et le contre vous-même et essayer voilà, d'utiliser votre intelligence pour arriver à ne pas subir le mépris d'autrui. Alors, j'ai une petite fable pour illustrer mon propos, qui est évidemment le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine, et je vous la lire tout de suite. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie, le renard s'en saisit et dit mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Pauvre monsieur Corbeau. Il a été déraisonnable, assez déraisonnable pour croire que le croissant d'un corbeau était quelque chose d'agréable à entendre, et donc pour cette raison il s'est fait avoir par un vil flatteur, monsieur Renard, qui a tout simplement utilisé un peu de ruse et qui a pris monsieur aussi du Corbeau pour un crétin et donc tout ça mis ensemble, ça a fonctionné, il a perdu son fromage. Mais l'idée de cette fable étant évidemment vraiment purement dans ce que je vais raconter à partir de maintenant. L'idée est très simplement que certaines personnes étant déraisonnables, on peut leur prendre leur fromage, là comme dans la fable, s'ils ne font pas attention. Et comme dit Jean de La Fontaine, à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie, il aurait dû mieux réfléchir plutôt que de se laisser emporter par sa passion et sa vanité. Et donc voilà ce qui arrive quand on est déraisonnable, on perd des fromages. Et cette petite fable toute mignonne se retrouve dans l'ensemble de l'humanité depuis toujours, où l'idée étant que des gens plus raisonnables que vous, plus intelligents, plus instruits, vont par la ruse réussir à vous prendre beaucoup, alors que si vous avez été plus raisonnable, vous êtes plus dur, plus difficile à arnaquer, on va dire en gros. Et mon propos va essentiellement porter sur ce genre de mécanisme. Alors mon propos n'étant évidemment pas de faire de vous un escroc, mais disons que l'idée étant vraiment comme dans le livre qui s'appelle le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, ce que je fais étant à l'usage des honnêtes gens en quelque sorte, c'est juste pour qu'on puisse comprendre un mécanisme, et ça va donner un peu plus on va dire, de teneur à ce que j'explique depuis le début sur la métaphysique. Alors, dans l'art de la guerre de Sun Tzu,
qui est un grand livre de stratégie militaire pour la simple et bonne raison qu'il dit des choses très basiques, très simples, mais il les dit très bien. Et des choses très basiques, très simples qu'on a souvent tendance à oublier dans la complexité des idées ou de l'ensemble des idées qu'on manipule dans notre esprit. Il va nous dire quelque chose d'extrêmement simple. Il faut toujours attaquer son ennemi au niveau de son point faible. Ça paraît extrêmement évident, extrêmement simple, mais faut-il encore le rappeler. Et donc quand on attaque son adversaire, toujours au niveau des points faibles, jamais au niveau des points forts. Et donc, dans la société, les gens les plus susceptibles de se faire arnaquer, ou de se faire avoir par la ruse, sont des gens qui seront plus faibles. Et quand vous avez un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui le cynisme, mais ce qu'on appelle aussi, ce que j'appelle aussi le mépris d'une façon générale, et que vous avez envie de vivre sur le dos des autres, ou que vous pensez que les autres sont des imbéciles et donc vous pouvez les manipuler facilement, eh bien, je vais vous expliquer les différents trucs qu'on utilise depuis l'histoire de l'humanité, depuis toujours, hein, pour faire ça. Donc il faut bien comprendre que ça fonctionne, la ruse fonctionne tout simplement parce que les gens ont des points faibles, j'ai des points faibles, vous avez des points faibles, on a tous des points faibles, mais c'est pas très grave en soi, l'important c'est de savoir si un ennemi ou si quelqu'un qui vous veut du mal ou veut vous prendre votre fromage par la ruse, il va s'en prendre à vous par vos points faibles, donc connaissez-les à la limite pour être un peu plus fort au niveau de vos points faibles, j'ai envie de dire. Euh, donc les personnes les plus faibles dans une société en général, alors j'ai pas une liste évidemment exhaustive puisqu'il y en a peut-être encore beaucoup d'autres, mais disons que les personnes les plus faibles dans une société sont en général, alors au niveau des personnes, les enfants, les jeunes et tous ceux qui sont environ en moins de 35 ans en moyenne. Quand on va voir pourquoi. Mais en gros, alors j'ai mis 35 ans en moyenne, ça aurait pu être 34, demain je vais peut-être me réveiller, ça sera 36, peu importe. Mais l'idée étant que moi par exemple j'en ai 27, donc je suis dans cette catégorie-là, des gens entre guillemets faibles. Euh, C'est-à-dire qu'on a certaines tendances que je vais expliquer quand on est jeune, à se laisser emporter par certaines passions ou par certaines idéologies ou par tout un tas de choses qu'on va voir par la suite. Et donc c'est pour ça que ces gens-là ont des points faibles. En général, vous avez un gros point faible, le fait d'être jeune jusqu'à 35 ans. Tous ceux qui sont pauvres et tous ceux qui sont endettés, d'une façon générale, ont des gros points faibles. C'est qu'ils ont soit envie de vivre, d'améliorer leurs conditions de vie, soit ceux qui sont endettés, bah, ils n'ont pas le choix, ils sont pris par des dettes et donc ils sont obligés d'agir d'une certaine façon, sinon c'est la loi qui va les remettre à l'ordre, etc. Donc, quand on est endetté, on a tendance à faire tout et n'importe quoi pour sortir justement de la dette qui est en quelque sorte une sorte d'esclavage depuis la nuit des temps. D'ailleurs, dans la Rome et la Grèce antique, on tombait en esclavage pour dette, ça existait. C'est-à-dire quand vous étiez trop endetté, ben, on considérait que vous deveniez esclave. C'était la façon dont on avait pour vous désendetter. Pour enlever toutes vos dettes, vous deveniez esclave. Dans la société actuelle, ça marche presque comme ça. Quand on a trop de dettes, eh bien, on devient pas un esclave, mais disons que l'idée étant que la seule chose qu'on puisse faire avec son argent, c'est rembourser les dettes qu'on a. C'est toujours la même chose pour d'ailleurs les pays pauvres qui ont des dettes, etc. Comme j'ai presque envie de dire les pays pauvres comme la France, mais ça sera un peu exagéré. Mais, certains pays pauvres qui n'arrivent jamais à sortir de leurs dettes, tout simplement parce que c'est impossible, la dette est trop élevée, les intérêts font qu'on ne peut jamais rembourser, ce qui fait que ces pays-là sont obligés d'obéir à d'autres pays, etc., etc. Alors, les autres gens qui sont faibles dans la société sont les gens sans éducation. Pensez tout simplement aux gens qui savent pas lire et écrire. Eux, ils sont très très faibles. Les gens sans expérience, ce qui rejoint un peu l'idée des jeunes, des adolescents et tous ceux qui ont moins de 35 ans en général. Les gens sans réseau, ça c'est quelque chose qui est plus difficile à comprendre, mais c'est vrai quand on a un bon réseau professionnel autour de soi et qu'on s'entend bien avec tous ses collègues, ça aide plus que quand on n'en a pas. Et ceux qui sont sans parents, les orphelins, évidemment, ils ont des grosses lacunes ou des gros points faibles qui sont le fait de ne pas avoir de famille et donc de ne pas avoir forcément reçu comment dirais-je, l'amour familial que les parents donnent normalement en théorie. Tous ceux qui sont handicapés, infirmes ou difformes, évidemment, leur gros point faible, c'est qu'ils ont l'impression d'être vraiment différents des autres. Euh, mais pas pour des bonnes raisons, pas parce qu'ils ont 250 de QI, mais parce qu'ils n'arrivent pas à marcher, ou parce qu'ils ont un œil est mal placé, ou ce genre de choses. Et pour finir, tous ceux qui sont les faibles d'esprit,
Les imbéciles heureux, ceux qui n'utilisent jamais un peu leur intelligence et qui comptent sur l'intelligence des autres ou sur les autres pour penser à leur place. Cette catégorie étant assez large. Dans toutes ces personnes, donc les enfants, jeunes, etc., les pauvres, les endettés, il y en a d'autres. Voilà, je pourrais aussi passer des heures à vous expliquer pourquoi je choisis ces catégories-là. Les gens sans éducation, sans expérience, les handicapés, etc., les faibles d'esprit. Tous ces gens-là ont un certain nombre de points faibles qui sont assez évidents. Et évidemment, sachez aussi, très important, que depuis l'histoire de l'humanité, certainement personne n'a jamais eu envie de se lever le matin pour aller travailler 12 heures par jour et rentrer chez soi et recommencer le lendemain. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes de toute catégorie sociale et de tout niveau d'intellectuel confondu qui préféreront toujours vivre par la ruse, l'intelligence et vous prendre votre fromage entre guillemets plutôt que de se lever le matin et de bosser 12 heures par jour comme une personne... enfin 12 heures c'est un peu beaucoup, mais en gros comme une personne normale. Donc, si jamais je veux vivre sur le dos des autres, il va falloir que je trouve un certain nombre de personnes sur lesquelles je peux m'appuyer pour bien vivre. Et ça va être les gens évidemment les plus faibles et les plus faciles à manipuler, etc. Maintenant, il y a aussi au niveau des faiblesses. Alors déjà, vous avez vu que toutes les personnes que j'ai décrites, c'est-à-dire tous les gens de moins de 35 ans, etc., etc., ça fait énormément de monde. Et en pourcentage, ça ferait peut-être déjà 70% de la population, c'est sûr. Peut-être même plus d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas tous 40 ans, une maison et une femme, trois enfants et on est bien installé dans la société. On n'est pas tous comme ça, donc évidemment ça fait peu de monde. Et il y a encore au- au-dessus de ces peut-être 70% de la population qui ont des tas de points faibles, il y a peut-être encore un pourcentage supérieur, puisque il y a aussi tout ce qui est caractère. Les caractères, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de rigoler un peu, les caractères de Théophraste, bien sûr, ou les caractères de la Bruyère, c'est très drôle et très intelligent. Ce sont des livres qui essayent de décrire les différents caractères de tous les êtres humains, de toutes les typologies de caractères qui existent. Donc voilà, deux livres, hein, les caractères de Théophraste et les caractères de la Bruyère, si ça vous intéresse. Et donc dans les caractères, vous avez par exemple les colériques, dont leur point faible est d'être des soupe au lait, c'est-à-dire une soupe au lait, on la chauffe, et puis si on n'y prend pas garde, eh bien elle va monter tout d'un coup, et puis elle va déborder. Les envieux, les jaloux, les intempérants, les lâches, les peureux, les narcissiques, les égocentriques, les paresseux, les feignants, les avares, les téméraires, les dépensiers ou les dispendieux, les chastes, ceux qui sont trop généreux, ceux qui sont défaitistes, etc., etc. Tous ces types de caractères qu'on va voir dans le détail ont des points faibles, ne serait-ce que le lâche, tout simplement, parce que quand la pression devient un peu trop élevée, théoriquement, le lâche, par définition, c'est celui qui va lâcher l'affaire et qui va abandonner. Et donc, le lâche, évidemment, dès qu'on bluffe un petit peu, dès qu'on lui met un peu la pression, eh bien, il abandonne. Et c'est ça son point faible. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder cette liste des personnes et des caractères avec toutes les stratégies qui sont généralement utilisées pour prendre le fromage de ces personnes. Alors, les types de stratégies généralement utilisées contre les personnes, savoir les enfants, les jeunes, à peu près jusqu'à 35 ans. Alors, évidemment, 35 ans, ça paraît beaucoup, mais je pense pas que la majorité, en général, des gens soient réellement matures avant peut-être 40 ans. Alors, j'ai mis 35 pour être un peu plus gentil. Certains me diront, bah, en France, la loi dit qu'on est mature suffisamment à 18 ans. D'accord, c'est la loi. Après, on a le droit de penser autrement. Je pense qu'on n'est pas réellement mature jusqu'à un certain stade avancé de la vie. Et il y a des gens qui sont matures à 18 ans, aucun souci, mais la majorité du genre veut qu'on ne le soit pas vraiment avant 35 ans. Alors chez les femmes, évidemment, c'est un peu différent, puisque les femmes sont souvent matures plus jeunes, donc etc. Vous choisissez les nombres que vous voulez, moi j'ai mis 35 ans pour tout le monde, et je m'y tiens. Alors, quelles sont les stratégies généralement employées contre les jeunes, etc., jusqu'à moins de 35 ans? C'est leur faire croire tout simplement que le monde est une lutte du bien contre le mal. Ça marche toujours très très bien. Que ça soit au niveau idéologique, c'est une lutte du progrès contre les ténèbres, c'est une lutte du bien contre le mal, c'est une lutte, je sais pas moi, du racisme contre l'antiracisme, c'est une lutte du communisme contre le capitalisme, c'est une lutte, etc. Toutes les luttes binaires et toutes les luttes qui sont manichéennes,
C'est-à-dire que il n'y a que le noir et le blanc qui existent, le gris n'existe pas, il n'y a que le bleu et le rouge qui existent, le violet n'existe pas, et tous ces types de luttes-là, où on est soit d'un côté, soit de l'autre, euh, comme dans Star Wars, il y a l'Empire et les forces du mal, et puis il y a les gentils rebelles, toute cette vision du monde-là, ou ce type de vision-là, sont totalement souvent ce qu'on propose aux jeunes, ce qui permet on va dire de canaliser leur énergie, parce que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, donc il faut qu'on s'active, et on peut canaliser cette énergie, au lieu de le canaliser vers des études, vers ce genre de choses, on les canalise vers un certain nombre d'opinions politiques diverses, peu importe laquelle, où évidemment il y a le bien et le mal d'un côté. Donc le monde, en gros, c'est un combat des forces progressives du bien, de la démocratie, de ce que vous voulez, contre les forces du mal, de la dictature, etc. Si c'était aussi simple, ça serait bien. Et le problème, c'est que chacun choisissant son camp, tout le monde a l'impression de représenter le bien dans cette dimension-là. Donc on est toujours, on va dire, l'essence du bien. Et l'ennemi qui est en face de nous, si on lui demande, lui aussi représente le bien, je sais pas moi, pas l'obscurité, la lumière, enfin, etc. Et donc en fait, ça permet de canaliser l'énergie des jeunes pour des opinions politiques qu'ils ne comprennent même pas, ou pour des idéologies politiques qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps. Et donc, ça permet de leur prendre une partie de leur temps, une partie de leur énergie, etc. Pour des luttes dans lesquelles, alors peut-être c'est leur intérêt, mais la plupart du temps, c'est souvent, euh, on les prend pour des imbéciles, on sent qu'ils ont envie de, ils sont capables d'intégrer ce genre d'idéologie manichéenne avec le bien et le mal d'un côté, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et donc c'est ce qu'on leur propose et ça marche souvent pour vous prendre une partie de votre temps, une partie de votre vie. Vous allez vous battre dans des combats stériles où en gros il y aura le bien d'un côté, le mal de l'autre. Vous serez forcément du bon côté, puisque quand on se bat du bien contre le mal, on est toujours du côté du bien. C'est ça qui est génial avec cette idée-là. Alors, voilà ce qu'on propose généralement aux jeunes, et c'est comme ça souvent qu'on les manipule et on leur prend leur fromage étant peut-être, je sais pas, leur jeunesse ou ce genre de choses. Le deuxième gros type de stratégie qui est utilisé souvent contre les gens de moins de 35 ans, c'est l'idée très simple que il n'y a que le fric qui compte. C'est-à-dire que seul le numéro inscrit sur votre compte en banque va faire de vous quelqu'un de vous dans la société. Et donc là, il y a toute une idéologie qui serait en gros très matérialiste, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument que l'argent qui compte, euh, que l'art c'est qu'une question d'argent, que la beauté c'est qu'une question d'argent, que le bien c'est une question d'argent, le bien, le beau, le vrai, tout ça c'est qu'une question d'argent ou de point de vue, voilà, mais que au-delà de ça, il n'y a que de l'argent et absolument que de l'argent qui compte. Et ça, c'est aussi faux, tout simplement parce que il y a, comme dirait Nietzsche, hein, comment dirais-je, ce qui s'achète n'a que peu de valeur, comme dirait Nietzsche. Et donc, il y a tout un tas de choses dans la société que vous ne pourrez obtenir, par exemple, je sais pas, les honneurs, d'une façon générale, ou le fait d'être apprécié de tout le monde, ça ne s'obtient pas que par l'argent. Et on ne peut pas que atteindre une situation où les gens vous aiment bien en général que par l'argent. Euh, donc il n'y a que le fric qui compte. C'est pas tout à fait faux, mais c'est certainement pas vrai. Et donc bah, il y a tout un tas de gens qui vont croire qu'il n'y a que le fric qui compte, et donc qui vont, je sais pas, se mettre à faire tout un tas de bêtises, de déroger à la loi, de faire du trafic de drogue, je sais pas. Ou ils vont se prendre pour Tony Montana dans Scarface, avec l'idée très puissante que c'est lui qui a raison, parce que c'est lui qui a plus de fric. Et donc, c'est une idée qu'on retrouve dans les propos de ces gars-là, par exemple, hein, qui disait, voilà, si vous n'avez pas une Rolex à votre poignet à l'âge de 50 ans, vous avez raté votre vie. Voilà, donc toute cette idée qui est souvent identifiée comme une idée vraiment de droite, qui a des fondements qui sont pas forcément mauvais, mais il n'y a que le fric qui compte, non, je veux dire, euh, l'idée que vous soyez riche et que la richesse va vous amener le bonheur, c'est vraiment un truc qui a été vérifié depuis l'histoire de l'humanité, c'est pas vrai, tout simplement. Il y a d'autres choses qui amènent le bonheur, évidemment d'être complètement sans argent n'amène pas le bonheur non plus, c'est sûr. C'est sûr que l'argent fait pas le bonheur des pauvres, comme dirait Coluche, on est tous d'accord, mais il n'y a que le fric qui compte, où plus d'argent égale plus de bonheur, où l'argent étant le bien, ce que Aristote appellerait la crématistique, c'est-à-dire la tendance des gens à ne passer leur temps qu'à faire plus d'argent, eh bien, ne vous amènera pas le bonheur, pas forcément. C'est vrai que d'avoir plus d'argent, c'est bien, mais toujours trop, enfin,
pourquoi faire, quelle est la limite, vous voyez. Et donc, mais souvent, l'idée étant qu'on fait croire aux gens de moins de 35 ans qu'il n'y a que le fric qui compte. Et donc, de cette façon-là, ils vont pouvoir entre guillemets obéir ou faire ce que il leur semble, ce qu'on va leur proposer pour gagner de l'argent. Et souvent, ils vont faire des choses qui sont pas forcément recommandables ou pas forcément très honnêtes. Mais bon, comme ils pensent qu'il n'y a que le fric qui compte, eh bien, ils vont faire un certain nombre de choses qui sont pas tout à fait, ou qui sont soit illégales, soit qui sont pas tout à fait morales. Et c'est-à-dire la même chose dans la lutte du bien contre le mal. Encore une autre raison, ou une autre façon d'expliquer qu'on a le droit de dépasser la loi parce que c'est le bien, et le bien est supérieur à la loi, etc. etc. Donc, il faut, quand on est jeune, au moins de 35 ans en général, il faut éviter de penser que soit le monde est un combat du bien contre le mal. Il y en a encore qui y croient à l'âge de 60 ans, donc c'est pas quelque chose qui est simple à gérer. Et puis qu'il n'y a que le fric qui compte, ça c'est aussi très déprimant, parce que alors, vous pouvez vérifier que quand vous avez de l'argent, vous êtes bien, mais si vous avez des milliards, vous ne seriez pas forcément très en sécurité non plus, ou très sûr de vous, etc. Alors évidemment, vivre sans travailler, c'est très agréable, mais il y a quelque chose dans le travail, dans le pouvoir de modifier le monde, ou d'être un ingénieur très qualifié par exemple, ou d'être un médecin. Il y a une espèce de gratitude qu'on reçoit du fait de son savoir-faire qu'on ne peut pas avoir quand on crée de l'argent avec de l'argent par exemple. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Alors deuxième type de personnes, c'est les pauvres et les endettés. Les pauvres et les endettés, c'est très simple. La première stratégie qui est souvent utilisée contre les pauvres et les endettés, c'est de leur proposer des victoires à la Pyrrhus. C'est de leur proposer effectivement des sommes d'argent ou des moyens de résoudre leurs problèmes, mais disons que ces solutions vont en gros leur coûter plus cher au final que ce que leur aura rapporté. Alors évidemment, dans les victoires à la Pyrrhus, on gagne à la fin, on a l'illusion de la victoire, mais quand on regarde tous les moyens, tout le travail, tout l'investissement qu'on a mis pour y arriver, eh bien on se rend compte que la victoire, entre guillemets, ne rapporte pas assez par rapport à ce qu'elle a coûté. Donc on appelle ça une victoire à la Pyrrhus. Et donc ce qu'on peut proposer aux pauvres et aux endettés, c'est en gros de faire des choses un peu extrêmes, euh, que si on avait demandé à une personne normale, il aurait soit refusé, soit demandé un prix beaucoup plus élevé. Mais quand on est pauvre et endetté, on est prêt à faire des choses assez extrêmes, pour pas cher, entre guillemets. Et donc c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Alors certains dans le trafic de drogue sont prêts à prendre des années de prison pour gagner un peu d'argent, par exemple. Mais ça peut être aussi des pays endettés qui sont prêts comment dirais-je, détruire leur environnement complètement pour pouvoir continuer à exporter de la marchandise, des matières premières, ou pour pouvoir exploiter leur sol. Prenez l'exemple du gaz de schiste. La question du gaz de schiste à l'heure actuelle étant de savoir est-ce que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire effectivement on va sortir du gaz, on va gagner de l'argent, mais au final si on a détruit notre environnement, est-ce qu'on y a autant gagné que ça? C'est ça l'idée. Donc voilà, et quand on est pauvre et endetté, bah souvent on vous propose ça, comme vous avez plein de problèmes, eh bien vous voulez vous sortir de tous vos problèmes qui sont autour de vous, et pour sortir de ces problèmes, vous allez accepter tout et n'importe quoi, et des choses qui vous coûtent finalement plus cher que ce qu'elles vous rapportent. Deuxième grande type de stratégie, très utilisée contre les pauvres et les endettés, leur faire croire que demain sera meilleur. Comme ça, par magie, par la fait des idéologies, ou par le combat, un combat politique, mais leur faire croire que demain sera meilleur, le monde sera meilleur, ou leur faire des promesses. Souvent, ceux qui sont pauvres et endettés, comme ils ont exactement des tas de problèmes, ont tendance à une tendance naturelle, mais qu'on a tous quand on est fatigué, quand on a des problèmes, etc. Quand quelqu'un vient nous dire que demain ça sera meilleur, pour telle et telle raison, eh bien on a tendance à vouloir lui faire confiance et à vouloir le croire, parce qu'il prétend pouvoir nous sortir de nos problèmes, etc. Or, c'est pas vrai, la plupart du temps, ou alors ça va ressembler à une victoire à la Pyrrhus, ou alors ça va être purement une escroquerie, et vous allez faire confiance à cette personne, et en lui faisant confiance, eh bien il va vous prendre plus que ce qui va réellement vous rapporter. Euh, Ça a été vrai, par exemple, c'est l'histoire un peu malheureusement du marxisme, pas au niveau de l'idéologie, parce que l'idéologie est plutôt bonne, mais au niveau de l'histoire, comment ça s'est réellement passé, finalement, est-ce que tous les ouvriers russes et tous les Russes y ont gagné plus avec toute cette histoire du communisme, ou ils ont gagné moins? Alors ça, c'est une grande question. Euh, Va savoir, quand Lénine leur a promis des lendemains qui chantent, est-ce qu'ils ont eu raison ou tort d'y croire? Ça, c'est toujours des. Demandez aux marins de Kronstadt, par exemple, qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous allez voir que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce point de vue. Est-ce qu'on y a perdu ou gagné en 1789 ou quand on a guillotiné le roi Louis XVI?
grande question. Est-ce que voilà, la France est effectivement à ce moment-là très endettée? Est-ce qu'on a eu raison de décapiter le roi ou pas? C'est toujours des questions qu'on peut se poser. À savoir, est-ce que sur le moment ça paraissait génial comme idée pour sortir des problèmes, mais au final, est-ce qu'on y a vraiment gagné? Difficile question. Et puis la troisième grande type de stratégie qu'on utilise contre les pauvres, ceux qui sont endettés, eh ben, c'est toujours de les diviser, bien sûr, en proposant en morcelant, entre guillemets, les gens qui ont peu de revenus, et en les morcelant sur des bases ethniques, par exemple les noirs, les blancs, etc., ou sur d'autres bases, des bases religieuses, comme, je sais pas moi, les musulmans, les hindous en Inde, ou ce genre de choses. Et quand ils ont bien le sentiment d'appartenir à deux communautés différentes, on fait croire à une des communautés que, comment dirais-je, qui vont pouvoir, en exerçant, mettons, une pression politique ou des violences contre telle ou telle communauté, ils vont pouvoir leur piquer leur pognon, ce qui fait que des pauvres vont tabasser d'autres pauvres pour du pognon. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, souvent, ça marche, c'est très utilisé dans l'histoire. Et bah, c'est comme ça, c'est quand on est souvent pauvre ou endetté, on est prêt à faire beaucoup de choses, et malheureusement, on fait des choses qui sont contraires à ce que l'on devrait faire si on était plus politicien. Évidemment, l'intérêt des gens qui sont plutôt pauvres et endettés, c'est d'être unis. Comme l'idée de classe ou l'idée de classe ouvrière par exemple réunissait tous les ouvriers autour d'une idée simple, mais au moins ça les réunissait. Alors que si vous commencez à dire que dans les ouvriers il y a des noirs, des blancs, je sais pas moi, des musulmans, des machins, etc. Évidemment vous divisez, vous sectionnez et jusqu'au moment où vous faites croire que bah, telle ou telle catégorie peut avoir le dessus sur telle autre ou mieux vivre ou avoir des privilèges par rapport à telle autre. Et donc de cette façon-là vous divisez les pauvres entre eux. Alors ensuite, c'est les gens sans éducation, sans culture, éducation. Il y a un très bon film sur cette idée-là, sur ce sujet-là, qui s'appelle Escroc mais pas trop de Woody Allen, où en gros, je vais pas trop vous gâcher le film, mais en gros, un petit escroc minable, par le concours de circonstances, va se retrouver à la tête d'une multinationale. Le film est très drôle, excellent, et surtout ça montre le fait que on peut avoir autant de pognon qu'on veut quand on n'a pas l'éducation qui va avec. On a tendance à se faire avoir. Vous allez voir, l'idée du mépris se retrouve aussi dans ce film, vous allez comprendre si vous l'avez vu. Euh, donc les gens sans éducation, qu'est-ce qu'on leur propose? Alors la plupart du temps, la stratégie, c'est en gros toujours le même sophisme qu'on utilise contre les gens sans éducation. On leur fait croire qu'ils n'ont rien compris, que leur manque d'éducation leur empêche de comprendre ceci ou cela. Donc il y a toujours cette stratégie très simple de leur faire croire que c'est des imbéciles. Euh, la deuxième, c'est leur proposer une éducation au tarif le plus élevé. C'est un peu vraiment l'idée du film Escroc mais pas trop, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous allez effectivement les éduquer, mais ça va leur coûter beaucoup plus cher que ce que ça aurait dû leur coûter normalement. Donc une sorte de victoire à la Pyrrhus en quelque sorte. Et puis les gens sans éducation, bah, malheureusement, souvent quand vous méprisez quelqu'un sans éducation, vous allez les discréditer. Ça aussi c'est beaucoup fait, c'est-à-dire qu'on parle derrière le dos des gens qui sont pas très 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 malins, ou qui n'ont pas vraiment d'éducation, ou qui savent pas grand-chose, et on les discrédite en disant voilà ils sont un peu bêtes, un peu gauches, un peu, vous voyez, ils manquent de finesse, et on va insister sur ce manque de finesse qui leur empêche de comprendre ceci et cela, et qui leur empêche de ceci et cela. Et donc souvent les gens sans éducation va essayer de les avoir sur justement cette faiblesse-là, le fait que n'ayant pas d'éducation, ils vont croire que évidemment, les gens qui sont de l'argent, du pouvoir, etc., sont fins, raffinés, etc. Et donc, c'est eux qui ont raison. C'est pas, malheureusement, c'est pas parce qu'on est fin et raffiné qu'on a forcément raison ou qu'on est meilleur qu'un autre. C'est juste qu'on est plus policé, on va dire. Donc, voilà, l'idée des gens sans éducation sont faibles parce que malheureusement, ils n'ont pas d'éducation, ils le savent, et ils sont fragiles parce qu'ils risquent de faire des fautes d'orthographe, parce qu'ils risquent de faire des bourdes, parce que bah, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas lire et écrire, on peut leur dire que sur un panneau, on peut leur faire croire n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée générale. Alors ensuite, les gens sans expérience, ce qu'on appelle aussi les ingénus, c'est un terme qui était pas mal. L'idée que vous soyez jeune, vous ayez envie de découvrir la vie, mais que vous connaissez rien, on appelait ça un ingénu. Euh, alors, bah,
c'est simple, les gens sans expérience, on peut les payer moins cher ou d'une façon générale leur donner moins que ce qu'ils méritent vraiment, puisqu'ils n'ont pas l'expérience du tarif auquel ils devraient être payés, ou mettons ils n'ont pas l'expérience ils n'ont pas l'expérience en général, donc ils ne savent pas ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Donc on va leur proposer une normalité qui en réalité n'est pas vraiment la normalité. Voilà, c'est en gros ça qu'on utilise contre les gens sans éducation. Et la deuxième chose qu'on fait de façon sans, les gens sans expérience, je voulais dire pardon, les mettre dans des pièges abscons. Alors les pièges abscons, c'est une idée que vous retrouverez dans le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est tout simplement, si vous voulez, l'idée qu'on les mette dans une situation où s'ils avaient eu l'expérience de cette situation, ils sauraient quoi faire, ou ils sauraient quand s'arrêter. Exemple tout con, hein, c'est euh, quand vous avez pas, mettons que vous déménagez, je sais pas moi, dans une autre région de France, et vous avez besoin dans votre logement de vous faire réparer la plomberie ou l'électricité, etc. Vous n'avez pas l'expérience du marché de la plomberie, je sais pas, à Bordeaux, Lyon ou Marseille ou je ne sais où. Et comme vous n'avez pas cette expérience-là, eh bien vous allez faire confiance, ou vous allez faire des devis, vous allez faire confiance un peu à n'importe qui. Et les gens les plus escrocs vont évidemment commencer les travaux et puis vous demander plus d'argent pour pouvoir les finir. Donc finalement, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce qu'il y avait marqué dans le devis à préalable. Au préalable, pardon. Et donc, quand vous n'avez pas l'expérience, mettons de la plomberie ou de l'électricité, vous devez faire confiance à quelqu'un qui l'a pour vous. D'ailleurs, quand vous n'avez pas l'expérience de la banque, ou de la médecine, ou de la finance, ou de peu importe, vous allez devoir faire confiance à un expert d'une façon générale qui lui sait. Il sait pour vous, il a l'expérience du métier pour vous. Et donc, ils vont vous proposer tout un tas de choses. Hein, comme cette banque qui vous proposait d'investir dans la bougie juste avant que Thomas Edison invente l'ampoule électrique. Eh bien, ces experts-là vont vous proposer un certain nombre de solutions ou de solutionner vos problèmes. Vous n'êtes pas un expert du genou, mais si vous avez mal au genou, vous allez voir, je sais pas, un orthopédiste ou vous allez quelqu'un qui sait faire pour vous. Et malheureusement, n'ayant pas l'expérience, vous allez devoir lui faire confiance. Et malheureusement, tous les gens, tous les experts, tous les gens de qualité ne sont pas forcément des gens très honnêtes. Et donc, comme c'est pas forcément des gens très honnêtes et que vous n'avez pas forcément l'expérience de la chose, eh bien, en gros, vous avez beaucoup de chances de vous faire arnaquer. Et un piège abscon, c'est en gros quand on met une personne dans une situation où plus le temps passe, plus cette situation dans laquelle il est va lui coûter cher par rapport à ce que ça aurait dû lui coûter normalement. Et le problème du piège abscon, c'est qu'on ne sait pas qu'on est dans une situation défavorable parce qu'on n'en a pas l'expérience. Donc si vous êtes pas, mettons un exemple banal, le mariage par exemple, quand vous êtes dans un mariage qui vous rend malheureux, soit les gens autour de vous, soit les gens autour de vous vont vous dire c'est totalement normal, soit peu importe, mais en gros vous allez être malheureux pendant peut-être 50 ans de votre vie sans vous rendre compte que tout simplement peut-être que vous auriez pu tout simplement soit vous arranger avec votre femme un peu mieux, soit tout simplement divorcer, parce que vous étiez dans quelque chose, comme vous n'avez pas l'expérience du mariage, et personne n'a l'expérience du mariage, à moins que vous soyez marié 14 fois, personne n'a l'expérience, donc c'est quelque chose dans lequel vous êtes, sans en avoir l'expérience vraiment, et personne d'ailleurs n'en a vraiment l'expérience du mariage en réalité, et donc si c'est quelque chose qui tourne mal, ça va vous sembler normal, puisque vous n'avez pas d'expérience de ce qui est vraiment normal. Alors que si ça tourne bien, vous allez être content. Alors que normalement un mariage réussi c'est quelque chose qui est fort, stable, je veux dire il y a des tas de façons de décrire un bon mariage et il y a des tas de façons de décrire un mauvais mariage. Si vous avez le sentiment que vous êtes dans un mauvais mariage, divorcer ça sert à rien de continuer. Si vous avez le sentiment que les choses peuvent s'améliorer, faites-le aussi. Mais évitez de penser qu'il y a une bonne façon de vivre enfin, que la façon dont vous vivez votre mariage, par exemple, est la meilleure, puisque ça pourrait très bien être un piège abscon, c'est-à-dire quelque chose dans lequel vous êtes embourbé jusqu'au cou, et plus le temps passe, plus vous êtes embourbé. Et comme vous n'avez pas l'expérience de la normalité par rapport à ce que devrait être normalement un mariage, eh bien vous pensez que c'est normal d'être embourbé jusqu'au cou. Ce qui ne l'est pas. Donc les gens sans expérience, on peut les avoir en les mettant dans une situation dont ils n'ont pas l'expérience, ou dont très peu de gens ont l'expérience, et... dans cette situation, ils vont penser, on peut leur dire ce qu'on veut de la normalité, puisqu'ils n'ont pas d'expérience par définition. Voilà. Les gens sans réseau. Les gens sans réseau, on peut très simplement les isoler.
puisque si vous connaissez beaucoup de monde, pensez à votre groupe d'amis tout simplement, hein, pas besoin de penser à des choses plus complexes comme les théories du complot, ce genre de choses, mais les choses plus simples comme votre groupe d'amis. Si dans un grand groupe d'amis, vous connaissez tout le monde et vous avez une personne qui n'en connaît que deux, si vous lancez des rumeurs ou des propos à son sujet qui sont défavorables, eh bien les rumeurs vont aller beaucoup plus vite parce que vous connaissez beaucoup plus de monde que ces rumeurs à lui. Donc en gros, euh, là, c'est une histoire de connexion. Et donc, voilà, pensez simplement à votre groupe d'amis. C'est vrai que celui qui connaît le plus de monde, c'est celui qui peut raconter les saloperies sur vous, qui sont malheureusement les plus efficaces, puisqu'il connaît plus de monde. Donc, c'est les gens sans réseau, on peut les avoir justement parce qu'on a un réseau plus large. Donc, et ce qu'on peut faire aussi, c'est déployer un réseau. Alors ça se fait beaucoup en politique. On déploie tout un réseau, voilà, pour pour contrer une personne ou pour voilà les hommes la politique en général, c'est ça, c'est des deux gros réseaux. Alors il y a deux gros réseaux en France, hein, qui sont les deux gros partis politiques. Certains disent qu'ils travaillent la main dans la main, pourquoi pas. Mais en gros, ces partis politiques déploient leur réseau pour aider leurs amis et lutter contre leurs ennemis. Et à l'inverse, ceux qui sont en face font pareil. Ils déploient tout leur réseau pour aider leurs amis et défaire leurs ennemis. Donc voilà, les gens qui n'ont pas de réseau, qui ne font pas partie d'un réseau, sont souvent plus faibles, parce que soit ils n'ont pas accès à certaines informations, soit ils ne peuvent pas transmettre certaines informations. Euh, alors évidemment, c'est de moins en moins vrai, tout simplement parce que Internet fait que on est tous connectés à un réseau qui nous dépasse complètement d'ailleurs, et donc finalement, c'est difficile dans le monde actuel, il faut le faire un peu exprès, de ne pas avoir de réseau, puisque tout simplement on peut avoir Internet, qui est un grand réseau, comme tout le monde le sait, et donc si vous voulez, on a tous accès à tous une manière de faire pour accéder à un réseau. Maintenant, c'est vrai que dans la vie en général ou dans la vie professionnelle, il vaut mieux avoir un réseau, connaître un certain nombre de gens qui savent la valeur professionnelle, notre valeur professionnelle, et grâce à ces gens-là, les gens parlant entre eux, et souvent les univers professionnels sont pas si vastes que ça. Si votre nom résonne à certaines oreilles et on sait que vous travaillez bien, que vous êtes sérieux, eh bien, il se peut que votre nom aille dans l'oreille de la bonne personne et vous êtes embauché. Donc voilà, l'histoire des réseaux, c'est ça. Après, pour ce qui est des réseaux politiques, des choses comme le groupe Bilderberg et tous ces trucs-là, j'en parlerai pas ici. Moi, ça me fait souvent rigoler. Voilà, donc les réseaux, essayez d'avoir un réseau large, bien sûr, parce que si vous n'avez pas de réseau, on va essayer de vous isoler, et c'est très facile, étant donné que vous avez peu de personnes autour de vous. Alors les gens sans parents, les orphelins, jouent un peu la même stratégie qui est employée contre eux malheureusement. On va leur apporter l'affection familiale d'un père, d'une mère, etc. Le père, c'est souvent quelqu'un qui va vous orienter dans la vie pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous devriez faire. La mère, c'est quelqu'un qui vous apporte l'amour maternel, qui va vous apporter une stabilité affective. Et plutôt le père une stabilité sociale. Alors évidemment, certains vont me dire que c'est l'inverse ou que chacun aura son point de vue là-dessus, peu importe. Et l'idée étant que ce que apporte théoriquement bien sûr, parce que tous les parents n'apportent pas ça, mais ce qui apporte le père et la mère à l'enfant, certains ont été privés de ça puisqu'ils n'ont soit pas de famille d'accueil, soit ils sont orphelins, soit ils refusent leur famille d'accueil, etc. Donc ce qu'on peut faire à ces enfants-là, c'est ou à ces gens-là qui n'ont pas de parents ou qui, d'une façon générale, n'ont pas de stabilité affective parce qu'ils ont eu des mauvais parents, c'est possible aussi, eh bien, les gens sans parents, que ce soit sans parents biologiques, les parents sont morts ou peu importe la situation, eh bien, ces gens-là, on peut, si vous voulez, leur apporter une affection familiale, ce qu'ils n'ont pas eu de leurs parents, mais d'une façon intéressée. C'est-à-dire, on va leur apporter quelque chose, mais évidemment, ça va leur coûter cher d'avoir cette affection dont ils ont besoin, dont on a tous un peu besoin. Euh, on a tous quelque part besoin de savoir que y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vous prend soin de vous, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a ce qu'on appelle la famille, quoi. Et quand on n'a pas ça, c'est vrai qu'on le recherche parce que c'est quand même des facteurs stabilisants dans sa vie. Et quand voilà, donc on essaie de chercher ça. Et quand les gens viennent vers vous avec purement l'intention de vous donner cette chose-là, c'est bien. Mais avec un peu de mépris, on peut vous le donner d'une façon très intéressée. Et on va vous demander de faire tout un tas de choses euh, pour justement combler votre manque affectif. Comme vous en avez besoin, vous allez faire un certain nombre de choses. Et il y a toujours des gens intéressés pour recevoir
recevoir votre affection familiale et aussi votre argent ou autre en fonction de ce que vous recherchez. Alors, avant-dernière catégorie, les handicapés, infirmes et difformes. Tous ces gens-là, bah, c'est malheureusement, c'est toujours un peu la même chose, hein, c'est depuis la nuit des temps, on les rabaisse ou on leur fait peur. Euh, quand vous avez le sentiment presque ontologique, c'est-à-dire que on tient, je veux dire, quand vous êtes sur un fauteuil roulant, le monde est beaucoup plus angoissant, indépendamment de tous, même si vous avez une arme sur vous. Le fait est que sur un fauteuil roulant, les gens font moins attention à vous, les gens ont certainement moins peur de vous, etc. etc. Donc vous êtes plus faible sur un fauteuil roulant, vous êtes plus faible si vous êtes difforme, vous êtes un peu plus faible si vous êtes infirme, si vous manque une jambe, vous pouvez pas vivre votre vie un peu comme n'importe qui, vous n'avez pas le choix, vous devez tenir compte de cette réalité. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait pour la stratégie qui est employée contre ces gens-là? On les rabaisse, on leur rappelle la réalité, on insiste sur le fait que la réalité est importante et qu'il y a des faits qu'on ne peut pas oublier, etc. On va toujours raconter la même chose. Et puis, on leur fait peur. Ça marche bien aussi. Quand vous êtes handicapé, si on vous fait peur, on vous inquiète, parce que vous n'avez pas la même possibilité de découvrir le monde que les autres. Donc le monde, c'est comme une pièce noire, hein, je veux dire, comme vous ne l'avez pas encore découvert, ça vous inquiète, c'est un peu inquiétant. Et malheureusement, on va utiliser cette méconnaissance du monde, ou on va utiliser le fait que vous soyez un peu différent, on va utiliser en gros ça pour vous rabaisser et vous remettre à votre place entre guillemets. Et donc malheureusement c'est ce qui est utilisé. C'est triste mais c'est comme ça. C'est utilisé généralement contre les personnes handicapées, infirmes ou difformes. Alors contre les faibles d'esprit et les imbéciles heureux en général, la stratégie qui est employée depuis toujours c'est très simple, hein, l'alcool, la drogue, le sexe et les jeux d'argent. Ça marche très très bien. Alcool, drogue, sexe, jeux d'argent, bon, bah, vous avez compris, hein, du pain et des jeux, enfin, ça existe depuis toujours. En gros, bah, politiquement ils sont au niveau zéro, on leur propose en gros de satisfaire des bas instincts, des plaisirs simples, etc. Et ces bas instincts étant satisfaits, bah, la personne ne se pose aucune question d'ordre politique ou d'ordre philosophique. Donc voilà, donc les faibles d'esprit, on les calme avec ça, et puis une fois qu'ils sont calmés, ils sont obéissants, etc. etc. Il y a aussi la stratégie la plus utilisée aussi, c'est celle du bâton et de la carotte. Si t'avances, je te donne ça. Si t'avances pas, je te tape les fesses avec mon bâton. En gros, c'est ça. Et malheureusement, j'ai envie de dire, et c'est souvent comme ça qu'on s'attaque à ces personnes-là, en leur proposant de satisfaire leurs bas instincts, ou alors en leur mettant une carotte et un bâton. L'expression est très bonne, hein. On met la carotte devant l'âne pour qu'il avance, et on lui tape les fesses avec le bâton s'il avance pas. Donc voilà. Et donc ça, comme ça, et je veux dire, une grande partie de la population française, on les occupe avec le loto, le foot, le porno Canal+, divers jeux d'argent. On a légalisé par exemple le poker en ligne. En France, bah voilà, des jeux d'argent, donc vous êtes malheureux, la vie est pourrie, ou la France est mal gérée par ses hommes politiques, qu'est-ce que vous en avez à foutre? On a enfin légalisé les jeux d'argent en ligne, vous pouvez dépenser tout votre pognon si vous en avez envie, etc. etc. Donc voilà en gros les trucs qui sont utilisés contre ce type de personnes. Alors ensuite, les stratégies généralement employées contre les caractères, donc en fonction des caractères. Donc déjà, on a vu un certain profil de personnes qu'il ne faut pas trop autologiser non plus, mais en gros, ces types de personnes, on utilise toujours un peu les mêmes stratégies pour piquer leur fromage. Maintenant, on va voir ça en fonction des caractères. Donc, le premier type de caractère, les lâches, les peureux, timides, craintifs, défaitistes ou les pessimistes. Tous ces gens-là, bah, c'est très simple, on va bluffer. On va bluffer ou on va leur mettre une très forte pression. Par exemple au poker, vous savez qu'au poker, vous avez le principe étant de miser à chaque tour, et puis vous avez deux cartes dans votre main, il y a 5 cartes au milieu, et on retourne une carte au milieu à chaque fois, et à chaque fois vous pouvez miser. Et au poker, on a un profil type de joueur qui s'appelle le fiche. Le fiche étant celui qui va miser de l'argent à chaque tour, et quand toutes les cartes sont retournées, et il se rend compte que dans sa main il a aucun jeu, eh bien il va abandonner. Oubliant que peut-être celui qui est en face de lui n'a aucun jeu non plus. Mais il suffit qu'au dernier tour, vous misiez un peu d'argent, et le fiche qui a misé pour arriver à la dernière carte, eh bien il va abandonner la partie tout simplement parce que
Il pense qu'il n'a pas un assez bon jeu pour gagner et que vous en avez un. Donc généralement les gens qui sont lâches, il suffit de bluffer un bon coup en leur disant il va vous arriver des catastrophes, des choses enfin voilà, des montagnes de problèmes, et voilà, on leur met un petit coup de pression et tout d'un coup ils lâchent l'affaire parce que de toute façon ils sont lâches, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas courageux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tendance à résister à la pression ou résister aux problèmes. Et donc dès qu'il y a un petit problème, boum, soudain la personne arrête, elle attend qu'on lui donne des ordres en gros. Euh, et à l'inverse, la stratégie souvent employée contre ceux qui sont lâches et peureux, sachant qu'ils sont lâches et peureux, on va les rassurer, tout simplement, on va leur dire qu'une chose est sans danger. Nager dans une rivière pleine de crocodiles, c'est pas du tout dangereux, contrairement à ce qu'on croit, c'est même plutôt agréable. Et puis, ils vont justement, étant donné qu'on a éliminé l'idée du danger, et qui sont pas forcément raisonnables, eh bien ils vont faire ce qu'on leur propose de faire, tout simplement parce qu'on a calmé leur angoisse, mais pas pour leur donner du courage, mais on a calmé leur angoisse pour justement en leur mentant, en leur disant que quelque chose qui est réellement dangereux ne l'est pas, et ils vont peut-être le faire puisqu'on les a, leur point faible étant le fait qu'ils sont lâches, ils ont peur, etc. Ensuite, les colériques et les violents, eux je les aime particulièrement bien. Ça existe malheureusement des gens qui sont vraiment sous au lait, qui montent tout de suite, qui s'énervent tout de suite. C'est pas très courant mais ça existe. Et c'est très simple pour les colériques, ceux qui sont les gens très énervés. La stratégie qui est employée depuis la nuit des temps, qui est très rigolote, c'est de mettre deux colériques l'un à côté de l'autre. Et ça marche très bien, c'est-à-dire quelqu'un qui est très énervé pour des raisons politiques, des raisons légitimes, peu importe la raison d'ailleurs, vous le mettez à côté de quelqu'un qui est très colérique aussi, qui soupe au lait, qui monte vite, et vous allez voir que très vite ils vont se mettre à se taper dessus. Et donc vous profitez de, et que je veux dire, voilà, hein, mais que ça soit au niveau plus politique, hein, ça peut être la France et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, hein, vous avez deux connards abrutis qui ont envie de se taper dessus, les Français détestent les Boches, les Boches détestent les Français, et bien à ce moment-là, bah, voilà, il suffit un petit étincelle aux poudres, et boum, ils vont se taper dessus, et ça a fait des millions de morts, la Première Guerre mondiale, pour rien du tout, puisque la France et l'Allemagne n'y ont rien gagné dans l'histoire, mais évidemment c'est l'Angleterre qui a beaucoup gagné, et les États-Unis. La Deuxième Guerre mondiale, c'est que les États-Unis et la Russie qui ont gagné. Enfin, qui ont gagné plus que ce qu'ils ont dépensé. Donc en gros, il suffit de trouver des gens suffisamment débiles pour vouloir en venir aux mains, ou des nations, ou des pays, ou des groupes ethniques, peu importe, qui ont envie de se taper dessus. Vous en trouvez deux comme ça, et puis vous verrez qu'ils vont se taper dessus. Et puis la deuxième stratégie qui est souvent utilisée contre les gens colériques, bah, l'alcool. Simplement, vous faites boire des gens qui sont tendance à s'énerver, pardon, rapidement, et vous les laissez boire, et vous attendez que ça monte, et vous allez voir que la personne va péter un plomb. Et malheureusement, ça marche. Et c'est ça leur gros point faible des gens colériques, c'est qu'ils n'ont pas la patience etc. etc. Les envieux, les intempérants, les impatients et les ambitieux. Alors les intempérants, c'est ceux qui ne peuvent pas s'empêcher d'assouvir leurs désirs, que ce soit sexuel ou leur libido d'une façon générale, hein, sexuel ou leur appétit culinaire, etc. Voilà, alors tous ceux qui veulent tout de suite avoir beaucoup, au meilleur prix, meilleure qualité, les ambitieux et tout ça, on va leur donner ce qu'ils veulent au tarif le plus élevé. On sort toujours l'idée de la victoire à la Pyrrhus, là pour le coup, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui veut réussir, etc. Eh bien il va faire beaucoup, et beaucoup trop. Il va peut-être travailler 16 heures par jour, il va peut-être lui arriver tout un tas de trucs qui font que eh bien, finalement il aura peut-être obtenu ce qu'il voulait à la fin, mais ce qu'il aura mis dans la balance pour obtenir ce qu'il veut, évidemment il l'a eu au tarif le plus élevé. Et pourquoi est-ce que ça marche? Bah, tout simplement parce que la personne a un caractère comme ça, elle veut réussir, elle veut arriver, elle veut, elle aussi, elle veut. Et plutôt d'être raisonnable, et d'être patient, par exemple, je sais pas, bah non, on est ambitieux, on veut tout de suite. Eh bien, vous allez peut-être obtenir tout de suite, mais vous allez l'obtenir au tarif plus élevé que celui qui aurait été patient et qui aurait attendu. Ah, encore très bien, les jaloux. Les jaloux, c'est très simple, hein. Ceux qui sont par exemple jaloux parce que leur femme les trompe, ou qui sont jaloux de tout un tas de choses, jaloux de leurs voisins parce qu'ils ont mieux, etc. Jaloux, ça se comprend dans beaucoup de sens, j'aime pas trop ce mot, mais bon. On sème le doute dans leur esprit. Est-ce que tu sais où est ta femme? Est-ce que tu imagines pas que ta femme a fait ceci avec machin, etc. Et là, tout de suite, le problème de la jalousie, c'est que ça ronge de l'intérieur. Donc la personne ne peut pas, étant jaloux, ne peut pas s'empêcher. C'est irrésistible, ne peut pas s'empêcher d'être jaloux.
Et malheureusement, comme il ne peut pas s'empêcher d'être jaloux, eh bien, souvent, on voit ça dans les couples. Si vous voulez détruire un couple, c'est très simple, vous faites naître la jalousie. Et quand la jalousie est bien là, eh bien, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un de jaloux parce qu'il est plus raisonnable. Il est bien complètement déraisonnable. Il est incapable d'imaginer que tout se passe bien ou tout se passe normalement. Il est obligé d'imaginer le pire. Il est obligé d'imaginer que sa femme est avec je sais pas qui, etc. Et donc, quelqu'un de jaloux, si vous voulez le détruire, hein, malheureusement, vous semez le doute dans son esprit. Alors évidemment, on peut être raisonnable, mais quand on l'est pas, et surtout au niveau de la jalousie, au niveau des sentiments, ce genre de choses, bon. Et pour ceux qui sont jaloux de leurs voisins parce qu'ils ont une plus belle maison, une plus belle voiture, c'est toujours la même chose. Euh, Souvent, ces gens-là, ils sont jaloux de leurs voisins parce qu'ils ont, mettons, une meilleure voiture, une plus belle voiture. Et bien tout simplement, si vous arrivé à détecter de la jalousie chez une personne, qu'est-ce que vous allez faire? Très évidemment, vous allez lui proposer la voiture de son voisin, mais comme il n'a peut-être pas l'argent pour l'avoir, vous allez lui proposer un crédit par exemple. Il va s'endetter. Il va s'endetter. C'est-à-dire que vous lui proposez ce qu'il veut à un tarif plus élevé. Mais il obtiendra ce qu'il veut, mais il ne s'en rendra pas compte du prix qu'il va payer pour l'obtenir. Et d'ailleurs, derrière ça découle toute l'histoire du crédit ou de l'endettement ou du fait que vous désirez un certain nombre de choses. Un certain nombre de gens vous le proposent tout de suite. Vous auriez pu être patient, vous auriez pu attendre. Mais non, vous le voulez tout de suite, vous l'obtenez tout de suite, mais vous allez le payer beaucoup plus cher que le prix que vous auriez normalement dû payer. Voilà. Les narcissiques et les égocentriques, face à eux, souvent ce qu'on fait, on essaie de les isoler, parce que s'ils sont si extraordinaires, merveilleux, c'est simple de les isoler, ils sont meilleurs que tout le monde, donc c'est facile de trouver la faille pour quelqu'un qui est meilleur que tout le monde et qui a et encore pire qui a tendance à le dire. Alors là, c'est très facile de l'isoler, puisque se sentant meilleur que tout le monde, vous faire courir autour de lui le bruit, tiens, t'as vu machin, comme il nous regarde de haut, etc. Ah ouais, t'as raison, et voilà, c'est comme ça les gens qui sont généralement narcissiques, on peut les, les isoler assez facilement, puisque euh, ils ont pas la. C'est pas qu'ils flattent les autres, non, c'est pas qu'ils manquent de flatter les autres, c'est qu'ils manquent de prendre en considération les autres, et que les autres ont aussi leur génie, leur potentiel, leur etc. Et donc, en- malheureusement, comme ils font pas les choses comme ils devraient, c'est très facile de les isoler, puisque s'ils sont aussi extraordinaires, ils ont qu'à rester avec eux-mêmes. Et puis, malheureusement, les gens très narcissiques et égocentriques ont tendance, souvent, et ça c'est très vrai, à dire du mal des autres autour d'eux. Et donc, quelqu'un qui est égocentrique, vous savez, même si vous l'avez jamais entendu, vous pouvez intuitionner le fait que cette personne dit du mal de vous ou dit du mal des autres derrière le dos. Et donc c'est très facile de s'isoler en inventant des rumeurs, des machins, des rumeurs qui correspondraient à sa personnalité, à son caractère. Voilà. Sinon, les narcissiques, ce qui est souvent utilisé d'ailleurs, plus utilisé que face aux narcissiques et aux égocentriques, c'est les flattés. C'est l'histoire de Monsieur Corbeau, malheureusement, hein, qui était très narcissique. Il voulait voilà, enfin, on imagine que c'était un corbeau narcissique. C'est pas dit d'ailleurs dans dans la fable de La Fontaine, mais on imagine quand même que le corbeau est un minimum narcissique pour se laisser avoir par une ruse aussi minable que celle de votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Je veux dire, voilà. Donc flatter les gens narcissiques ou égocentriques, voilà, ils en peuvent plus, ils adorent ça, et profiter justement de la situation. Et je veux dire, le flatteur étant vraiment quelqu'un qui existe, c'est un personnage vraiment qui existe dans toutes les corps d'Europe, dans toute l'histoire de l'humanité. Le flatteur est toujours là pour dire aux souverains, voilà, qui n'en peut plus de sa personne, à quel point il est génial, à quel point il est grandiose, et évidemment vivre aux dépens de celui qui l'écoute. Alors les téméraires, c'est très simple, il faut les faire fauter, puisque c'est des gens qui sont trop courageux, donc voilà, ils vont trop aller au casse-pipe. Donc il suffit de les faire aller trop vite, de les laisser aller dans leur propre direction, dans leur propre déraison, et ils vont aller au casse-pipe tout seuls, et ils vont évidemment se faire avoir. Les paresseux et les feignants, euh, les paresseux et les feignants, c'est toujours les victoires à la Pyrrhus, leur proposer ce qu'ils veulent, mais au tarif le plus élevé, donc ce qui revient à les endetter, ou à les rendre obligataires d'une autre personne, ou d'une institution. Ça, on verra ça avec Nietzsche beaucoup plus tard, mais chez Nietzsche, il y a l'idée évidemment que l'État démarre au niveau de la médiocrité humaine, qui est pas mal cette idée-là. C'est-à-dire que là où il y a de la médiocrité, il y a l'État.
et qu'il n'y aurait pas d'État si tout le monde était capable de se gérer ses fesses, et ce qui n'est pas faux. Ou alors les gens paresseux et feignants, il suffit de leur mentir, de toute façon ils vérifieront pas, puisqu'ils sont feignants par définition, ils vont pas vérifier ce que vous racontez ou ce que vous dites, eh bien il suffit de leur mentir ou légèrement modifier la vérité. Les avares, c'est très facile, les avares de les isoler, puisqu'ils sont avares. Euh, euh, bon, je vais pas me répéter. Et puis les avares aussi, toujours aller dans leur sens. Ils ont pas fait, ils peuvent faire encore plus d'économies, ils peuvent aller encore plus loin dans l'économie, euh, leur faire des économies qui au final s'avéreront plus coûteuses au final que vraiment ce que ça leur rapporte. C'est-à-dire ceux qui renient les bouts de chandelle, souvent comme on dit, renier le bout de chandelle, hein, c'est vraiment faire cramer une bougie jusqu'à ce qu'il y ait plus de la tige de la bougie là. Euh, Ceux qui sont prêts à aller jusque-là, il faut les laisser aller dans leur sens, ils vont s'auto-détruire tout seuls, puisqu'au bout d'un moment, d'être avare, c'est bien, ça permet de devenir le plus riche du cimetière, mais ça permet pas de... voilà, c'est c'est comme ça, il faut les laisser aller dans leur sens, ils vont s'auto-détruire tout seuls. Puisqu'ils vont faire tellement d'économies qu'à un moment donné, bah, je sais pas, leur maison va leur tomber dessus tout seul, parce qu'ils auront fait tellement d'économies que voilà. Les dépensiers, les dispendieux, ou ceux qui sont trop généreux, ceux qui sont trop dépensiers, bah, c'est simplement, ils ont toute une horde de flatteurs et de gens qui sont autour d'eux pour profiter de la situation et les encourager à être encore plus généreux et à donner encore plus. Ça se retrouvera toujours. Donc quand vous avez des gens généreux autour de vous, dites-leur d'arrêter d'être trop généreux. La générosité c'est bien, mais d'être trop généreux c'est déraisonnable. Et quand on est déraisonnable, bah, on finit par avoir des gens qui profitent de nous autour de nous, et après on s'en plaint. Mais si on n'avait pas été trop généreux ou généreux sans condition, on n'aurait pas à se plaindre après des gens qui sont autour de vous et qui profitent de votre générosité. Ensuite, et dernière, je finis là, ceux qui sont chastes. C'est-à-dire que vous aurez les intempérants, ceux qui sont incapables de résister à... Il faut qu'ils aient leur désir comblé tout de suite. Et vous avez ceux qui sont chastes, c'est-à-dire ceux qui se refusent le moindre désir. Sachant que la tempérance étant le juste milieu, comme le courage, l'équivalent étant le courage pour la lâcheté et la témérité. Donc là, on a la tempérance, et quand on est trop tempérant, on devient chaste, c'est-à-dire que on tempère ses ardeurs, comme on dit, et puis au final, on ne jouit de plus aucun plaisir terrestre. Alors évidemment, la chasteté pour des raisons non religieuses, hein. C'est-à-dire pas pour des raisons religieuses, c'est encore autre chose. C'est un cadeau de sa personne qu'on fait à Dieu, c'est autre chose. Mais je parle de la chasteté des gens, les gens qui fument jamais, qui boivent jamais, qui sortent jamais, qui font jamais rien. Les gens, voilà. Alors eux, bah, les deux stratégies qui sont souvent utilisées face à eux, c'est quelqu'un de chasse. J'ai écrit ça, je le regrette un peu, mais c'est lui prendre sa femme. Ah oui, parce que comme quelqu'un est chaste, il est trop chaste, il est chiant. Et donc, bah, c'est facile de lui prendre les gens autour de lui, voilà. Ou alors les isoler, tout simplement, puisque il suffit de dire que quelqu'un est très sec ou il n'a aucun goût pour les bonnes choses, et puis très facilement réussir à l'isoler du reste des gens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour maintenant. Vu là où j'en suis arrivé dans ma vidéo, je pense que je vais faire une troisième vidéo sur le mépris, mais qui va s'appeler du mépris au respect. Où je vais m'étaler beaucoup plus longuement sur la manière dont on peut ne pas mépriser les autres, ne pas se faire mépriser, éviter d'avoir des points faibles, et comment on peut transformer toute cette merde. Certains diront, le mépris c'est comme ça, c'est pour des tas de raisons, on est méprisé et on méprise les autres, mais comment on peut transformer tout ce qui est de l'ordre du mépris en respect. Et donc je vais parler en gros la prochaine fois du respect, et je vais vous proposer quelques concepts, notamment le concept d'Emmanuel Kant subsumé, et ce genre de choses. Et puis, je vais essayer de revenir après ça à la métaphysique. Et on verra Aristote, la métaphysique d'Aristote, le livre qui s'appelle La métaphysique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous êtes bien marré en regardant cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, je me suis beaucoup marré. Je l'ai réécrit au moins 5 fois. Mais vraiment, l'idée étant que quand vous avez des points faibles, les gens vont vous attaquer sur ces points faibles. Pas parce que déjà ils peuvent le faire, mais ensuite c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on va le faire, mais c'est parce qu'on méprise les autres. On veut vivre aux dépens des autres, on veut pas travailler,
Et puis c'est tellement plus simple de mépriser que d'aimer les autres que finalement on va utiliser toutes les stratégies qui sont utilisables et employables face aux points faibles d'une personne pour pouvoir vivre dans la ruse, etc. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt si j'arrive à mettre ces vidéos sur YouTube et la suivante, etc., etc.